Plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du Balado Nuance, je discute avec Anne-Sophie de trucs et astuces pour développer une saine image corporelle. Pour en apprendre davantage sur Anne-Sophie et son expertise dans le domaine de la psychologie, écoutez notre épisode qui porte sur les mythes entourant l'image corporelle. Bonjour Anne-Sophie, c'est un bonheur de te retrouver pour donner suite à notre discussion concernant l'image corporelle. Ben oui, je suis super contente d'être encore parmi vous. Dans le dernier épisode, on a eu l'occasion de décortiquer ensemble certaines fausses croyances en lien avec l'image corporelle. Aujourd'hui, on aimerait maintenant aborder plus spécifiquement des stratégies, des trucs, des astuces pour développer une saine image corporelle, pour outiller en fait nos auditeurs là, qui souhaiteraient prendre soin d'eux-mêmes, mais qui ne sauraient pas par où commencer. Mm-hmm. Donc, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous rappeler, on en a parlé dans le premier épisode, là, donc j'invite nos auditeurs à se référer à cet épisode-là s'ils veulent avoir une définition plus exhaustive, mais juste nous rappeler là, qu'est-ce que c'est l'image corporelle, puis pourquoi elle est importante pour la santé mentale et le bien-être. Ben encore une fois, comme j'avais mentionné, l'image corporelle, ça englobe là, nos perceptions, nos émotions, nos pensées, nos croyances qu'on entretient envers notre propre corps. Fait que, il y a plusieurs composantes, donc la composante affective, cognitive, perceptuelle et comportementale. Donc, en soi, si notre image est positive, on va peut-être justement avoir des croyances qui sont favorables envers notre corps, on va être satisfait, on va avoir une satisfaction corporelle, versus si on a une image corporelle qui est plus négative, ben là, on va avoir des pensées plus négatives, on va souhaiter faire des modifications à notre image, à notre corps. Donc, c'est sûr que le lien entre notre image corporelle puis notre bien-être, c'est que si on a une image corporelle qui est positive ou plutôt neutre, ben ça va affecter notre bien-être d'une façon qui est favorable, tandis que si elle est plus négative, ben c'est sûr qu'on va avoir tendance à avoir une humeur qui est un peu plus dépressive, on va beaucoup se comparer, on va avoir des affects qui sont négatifs. OK, super, très clair. Merci beaucoup. Maintenant, peux-tu nous partager quelques réalités ou quelques faits là, qui sont importants par rapport à l'image corporelle? Oui, ben j'en ai parlé là, un petit peu dans le dernier épisode. Ben, tu sais, l'image corporelle, c'est subjectif. Encore une fois, je souhaite le répéter. Même si vous croisez un individu qui correspond au standard de beauté, ben ça se peut que cette personne-là soit insatisfaite de son apparence physique. On a souvent tendance à faire un lien direct entre l'apparence de la personne. Si oui, elle correspond au standard de beauté, ben, elle doit vraiment être heureuse, elle doit vraiment avoir une image corporelle qui est positive. Je pense que c'est important de se dire que c'est pas un lien qui est direct. Donc, un lien qui est causal. Par la suite, ben environ 55% des jeunes du secondaire sont insatisfaits de leur apparence physique. Donc, quand que je vais dans les classes faire des conférences, bien souvent, je vais me déplacer puis je vais dire environ à partir d'ici, là, c'est toute cette gang-là qui serait insatisfait de leur corps. Fait que c'est énorme. Si on se dit, il y en a 55% des jeunes du secondaire dans une classe, ça fait déjà beaucoup. Dans une école, imaginez. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup d'insatisfaction corporelle là, au sein d'un même établissement. Puis il y a également un fait au niveau de la comparaison sociale. On en a parlé un petit peu plus dans le premier épisode également. Mais les individus qui suivent plus d'étrangers sur les réseaux sociaux sont plus à risque de se comparer négativement aux autres, donc de se trouver inférieur à un autre ou moins bien, là, si je peux le dire comme ça. Donc, on a tout à fait... on serait mieux... éventuellement de suivre des personnes qui nous sont plus proches, des personnes qu'on connaît, puis de moins suivre des gens qui mènent un mode de vie qui est différent, un mode de vie justement, là, je pense aux stars, aux riches et célèbres, aux célébrités. Donc, c'est quand même important de se rappeler, du moins si on suit ces personnes-là, que ben c'est normal qu'il y ait un écart entre leur mode de vie puis le nôtre. T'sais, on vient pas du même milieu, on n'a pas évolué dans les mêmes conditions socio-économiques. Donc, je pense que le lien est là. Si tu suis plus de monde qui ont ce mode de vie-là qui est super ou qui a l'air super attrayant, ben que c'est normal éventuellement que tu te compares d'une façon qui est négative puis que tu sois un peu insatisfait de ton mode de vie. Vraiment intéressant. Peux-tu nous dire de quelle manière les médias et les réseaux sociaux vont influencer l'image corporelle chez les jeunes adultes? Puis aussi, quels sont les pièges à éviter en matière d'exposition aux médias? Est-ce que
Puis les pièges aussi, en fait, en lien avec la comparaison aux autres sur les réseaux sociaux. Là. Est-ce qu'il y a une manière de surmonter les pièges qu'on va avoir? Là? C'est des choses qu'on peut faire de façon consciente. Donc, c'est un travail conscient. Souvent, tu sais, on cherche toujours à trouver la façon la plus facile, tu sais, de défaire ces pièges-là. Ben, c'est vraiment, là, avec les réseaux sociaux, tout part de notre algorithme. Puis notre algorithme, ben, on va comme le déjouer un petit peu en faisant des actions qui sont concrètes. Ben, premièrement, tu sais, les réseaux sociaux, ils influencent l'image corporelle des jeunes adultes parce qu'ils présentent des normes de beauté qui sont irréalistes, qui sont inatteignables. Fait que ça, c'est la première chose. Les retouches de photos, les filtres, c'est des choses qui sont hyper faciles à faire maintenant, là, avec des applications. Souvent, on pense aux photos, mais il y a également les vidéos aussi qui peuvent être modifiées, puis c'est des façons qui sont très réalistes. Puis je pense aussi, tu sais, quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, on le fait tous et toutes, on va prendre peut-être 20 photos, on va sélectionner la photo qui est bonne. Donc, l'angle de notre corps va être mieux, la lumière va être mieux, on va mettre un petit filtre pour changer les couleurs. Donc, c'est quand même important de se rappeler qu'on a accès à une parcelle d'un mode de la vie d'un individu. Fait que ça, je dirais que c'est la première chose, c'est d'être un peu plus critique, un peu plus conscient de ça. Puis, ben, tu sais, au niveau des pièges, ben, c'est sûr que ce serait d'essayer de diminuer les comparaisons entre nous puis entre ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux en se rappelant ce que je viens de mentionner, de demeurer conscient des normes de beauté qui sont irréalistes puis des images retouchées. Aussi de faire attention au niveau de la façon qu'on s'adresse aux autres sur les réseaux sociaux. C'est sûr, c'est des images, on va complimenter le corps, c'est certain, parce que c'est ça qu'on voit, c'est l'image de la personne. Mais tout ce qui est l'envers de la médaille au niveau des commentaires qui sont négatifs. Donc, en tout cas, moi, je le vois beaucoup sur TikTok. Je trouve qu'actuellement, ben, de un, c'est une plateforme qui est super populaire auprès des jeunes, mais je trouve que c'est également là que je vois le plus de commentaires qui sont négatifs. C'est assez incroyable. Dans les commentaires, le monde se permet de commenter sur le poids, sur le corps des autres, sur le visage, sur les caractéristiques physiques. C'est assez incroyable. Fait que, tu sais, de soi-même de commencer à limiter ces commentaires-là puis de ne pas en faire, c'est déjà un pas dans la bonne direction. En tout cas, du moins pour l'image corporelle des autres, pour la préserver ou tenter de la préserver. Au niveau, tu sais, des jeunes, plus enfants, ados, c'est sûr que les parents ont toujours un contrôle sur les réseaux sociaux de leurs enfants. C'est quand même que nous, on associe notre téléphone à quelque chose de privé, à quelque chose qui nous appartient, ben de dire que leurs enfants sont encore mineurs, puis ils ont encore un certain contrôle à y avoir. Il y a beaucoup sur Snapchat, là, je pense à Snapchat, à Instagram, Facebook, il y a aussi beaucoup de contrôle parental, là, d'espèces de mode de contrôle parental que les parents peuvent activer sans avoir accès aux conversations de leurs jeunes, de juste voir avec qui ils parlent, tu sais, avec qui ils échangent des photos. Donc, c'est quand même quelque chose qui permet de limiter un petit peu du moins les impacts négatifs des réseaux sociaux. Tout à fait. Fait que, tu sais, certaines limites là, au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Puis sinon, je vous dirais de suivre des pages des créateurs de contenu qui sont bénéfiques pour nous. Souvent, bon, oui, on a beaucoup ce volet-là, tu sais, standard de beauté sur les réseaux sociaux, mais il y a tellement plus. Tu sais, on peut suivre des gens qui font notre passion, donc des gens qui pratiquent un sport en tant que tel, des Olympiens. On peut également aller voir des recettes de cuisine. Puis là, ben, il faut pas tomber non plus dans l'envers où c'est des recettes santé ou des recettes qui vont permettre de perdre du poids. Pas ça du tout. Mais tu sais, d'aller voir au niveau de nos passions, qu'est-ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux parce que c'est une source inépuisable de connaissances. Fait que d'aller voir, ben, qu'est-ce qui me fait du bien sur les réseaux sociaux, puis comment est-ce que je peux aller les introduire dans mon algorithme pour que mon algorithme m'en donne plus. Fait que c'est un petit peu ça, mes petits trucs au niveau des réseaux sociaux, puis de déjouer l'algorithme. C'est vraiment intéressant. Puis ce que je retiens de ce que tu dis, c'est surtout l'aspect de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui va se faire si on prend pas le temps de s'asseoir et d'y réfléchir. On a un rôle à jouer individuel là, pour le faire. Là. Certainement. Tu sais, inconsciemment, on utilise nos réseaux sociaux un peu quand on est fatigué. Tu sais, on va pas nécessairement faire de recherche. On va plus être passif sur nos téléphones. Fait que, tu sais, sur TikTok, par exemple, là, je pense à ça, on fait juste scroller, là, en bon anglais, là, puis de regarder toutes les vidéos qui s'offrent à nous. Ben, inconsciemment, notre algorithme va dire, ben, sur quelle vidéo qu'elle a passé le plus de temps. Est-ce qu'elle est allée voir les commentaires? Est-ce qu'elle s'est abonnée au créateur? Toutes ces données-là sont utilisées par notre algorithme, puis il va faire qu'il va nous en donner plus. Fait que moi, si je veux le déjouer, qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est de choisir consciemment d'aller sur des comptes qui sont bénéfiques pour moi, de passer quelques minutes sur son compte, de m'abonner à cette personne-là, de liker certaines de ses vidéos. Puis là, je vais le déjouer. Mais c'est conscient, c'est un travail que je fais à chaque jour. Je m'assois, je le fais. Si on le fait pas, notre algorithme va demeurer le même, malheureusement. C'est vraiment intéressant.
Quelle stratégie, que seraient en fait certaines des stratégies les plus efficaces que tu dirais pour améliorer l'image corporelle, mais aussi l'estime de soi? J'aimerais, là, si possible, que tu nous donnes des conseils là, pratiques pour favoriser vraiment une image corporelle qui est positive. Comment on fait, outre ce que tu viens de nommer là, par rapport aux réseaux sociaux? Bien, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Moi, celle que j'utilise beaucoup, ou du moins que j'aborde dans les conférences que je donne, bien, premièrement, ce serait de changer notre discours interne. Donc, souvent, on est la personne la plus critique envers nous-mêmes. On parlerait même pas comme on se parle à nos pires ennemis. Ouais. On est ceux qui se parlent le moins bien. Fait que, tu sais, de dire, si on a tendance à se parler négativement, ben le matin, par exemple, quand je me lève de mon lit, je me regarde dans le miroir, si j'ai tendance à me dire, maudit que je suis laid ou je suis laide aujourd'hui, ben de dire, OK, je vais changer mon discours vers quelque chose d'un petit peu plus clément, un petit peu plus gentil envers moi-même, puis je vais dire, bon, c'est peut-être pas ma meilleure journée, mais des fois, je me lève, je me trouve un petit peu mieux. Fait que sans que ce soit positif, oh mon Dieu, je suis belle aujourd'hui, mais d'avoir quelque chose qui est un peu plus neutre, ou tu sais, de pas commencer notre journée avec un commentaire négatif, c'est sûr que ça peut faire du chemin. Fait que ça, ce serait la première chose. La deuxième, ce serait de restructurer nos pensées, surtout celles qui sont irrationnelles. J'en ai parlé un petit peu tantôt sur les réseaux sociaux, de se rappeler quand on voit quelqu'un qui correspond au standard de beauté, de se dire, c'est une parcelle de sa vie, c'est un instant dans un long moment. Fait que de dire, ben c'est une photo qui a été prise, mais probablement qu'il y en a beaucoup plus. C'est d'essayer d'être encore une fois critique envers le contenu qu'on voit, d'être conscient des retouches, des applications de modification de photos, puis appliquer à un domaine qu'on connaît un petit peu plus, c'est au niveau de l'alimentation. Comment est-ce que je peux restructurer mes pensées, par exemple, puis qu'est-ce qu'on utilise avec les individus qui ont des troubles alimentaires? Souvent, ce qu'on va entendre, c'est « Oh mon Dieu, je peux pas manger cet aliment-là, je vais prendre 15 livres. Bon, ça, voyez-vous, c'est une pensée qui est irrationnelle. Fait qu'on va aller la rationaliser. On va dire, bon, est-ce que dans la portion que tu me montres en ce moment, qui est grande comme la paume de ma main, est-ce que c'est effectivement possible que tu prennes 15 livres? Non. On va rationaliser. Fait que c'est un peu la même chose qu'on va essayer de chercher sur les réseaux sociaux. Ah, vraiment intéressant. Par la suite, ben, écoutez, respectez vos signaux corporels. Ça, c'est quelque chose que, quand j'en parle en classe, je vois les jeunes avec des gros yeux, là, ils sont comme, comment je fais ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est compliqué. J'ai souvent l'exemple d'un bébé. Donc, un bébé, quand ça naît, c'est très proche de ses signaux corporels. Donc, ça a faim, ça pleure, ça mange. C'est fatigué, ça pleure, ça dort. Donc, ça respecte beaucoup ses signaux. Puis quand on grandit, on a tendance à se détacher un petit peu de ces signaux-là puis dire, ben, je suis pressée aujourd'hui, là, je finis l'école, je vais aller m'entraîner, fait que je mangerai pas tout de suite, je vais manger plus tard à soir. Ou, tu sais, on est comme un peu dans le déni, là, de nos signaux, on les tasse parce que c'est putain ce qui est le plus important, mais ça devrait le demeurer. Fait que on devrait se dire, ben, moi, je rentre dans ma journée, ça se pourrait que des fois, regarde, ça donne pas, puis ma collation, finalement, je vais en manger 3 heures plus tard, puis je vais avoir le ventre qui gargouille toute la journée. Ça arrive des fois. Totalement. Oui, je comprends. Mais c'est de se dire, ben, j'essaie de me laisser encore guider par mon corps, d'essayer de ressentir mes signaux de satiété puis de faim, tu sais. Puis c'est vraiment important de le faire parce que souvent, on rentre dans une espèce d'automatisme, on se respecte plus tant puis on écoute plus tant nos signaux. Puis avec ça, j'ai souvent l'envie de dire, prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un enfant. Fait que, encore une fois, on est très difficile envers nous-mêmes, je trouve. Tellement. Fait que c'est de dire, ben, est-ce que vous laisseriez un enfant aller à l'école sans déjeuner? Est-ce que vous laisseriez un enfant dans son lit, sur son téléphone, toute la journée, sans sortir du lit, là? Et est-ce que vous laisseriez un enfant critiquer son apparence sur chacun des petits détails de son corps? Ben, souvent, la réponse à ça, c'est non. Fait que de faire un petit peu la même chose envers vous-même. T'sais, on a tendance à rentrer dans ce procédé-là de dire, ben je critique beaucoup mon apparence à chaque jour, c'est ça qui me passe en tête. Ben tranquillement, de dire, est-ce que je laisserais ma meilleure amie ou mon enfant ou ma mère faire ça? Non. Fait qu'avec soi-même, c'est la même chose. Un peu d'auto-bienveillance. Tellement. Super important. Oui, exactement. Puis sinon, ben tu sais, portez les vêtements dans lesquels vous vous sentez confortable. Là. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a cette fameuse paire de pantalons depuis environ 10 ans dans son garde-robe. Puis elle se dit tout le temps, ben oui, ça va me refaire, je vais perdre 3-4 livres. Puis laissez-moi vous dire que 10 ans plus tard, la paire de pantalon est encore là. Oui, c'est ça. Puis qu'elle ne lui fait toujours pas. Puis c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un rappel à chaque fois que tu rentres pas dedans. Exactement. Puis je suis d'accord, si on vit des fluctuations corporelles qui sont normales, puis qu'éventuellement, on le sait que, tu sais, je ramène un petit peu au premier épisode, qu'on sait qu'il y a une fluctuation normale de 5 livres parce qu'on est dans un moment où ça va moins bien, puis que on souhaite garder notre paire de pantalon parce qu'on sait qu'éventuellement, notre corps va probablement revenir à la normale ou à sa normale, en fait.
ben c'est correct de garder la paire de pantalons. Ouais. Mais après 10 ans, là, je pense que ça devient un petit peu difficile de reprendre le corps qu'on avait là 10 ans. Ben tu sais. oui, tout à fait. Fait que c'est de se rappeler, ben peut-être le donner au prochain, puis de s'en reprocurer des nouveaux vêtements dans lesquels on va être bien, puis on va se sentir C'est bien. ça. Tout à fait. Puis je pense que c'est de cette façon-là aussi qu'on va avoir l'impression que notre corps est mis en valeur. Ben là. oui. Tu sais, Ben je oui. pense que ça nous est toutes déjà arrivé de porter des culottes trop Oui. petites, là, puis de sentir quand on est assis que tout Exact. ressort. Tu sais, c'est pas... Exact. C'est C'est pas pas- confortable, non. c'est pas aidant non plus pour avoir une image corporelle qui est positive. Fait que, Exactement. tu Ouais. sais, je pense que c'est effrayant pour certains d'aller chercher une paire de pantalons la grandeur au-dessus. Mais au final, tu sais, quand on regarde, ben ça c'est un autre sujet, mais quand on regarde, tu sais, dans les grandeurs de pantalons, souvent ça varie tellement, tu sais, d'un magasin à l'autre. Tu sais, ça veut tellement rien dire, c'est un chiffre, là, tu sais. Puis si je peux vous donner un autre exemple, tu sais, on a tendance beaucoup à se fier à des chiffres, Ouais. tu sais. Bon, la grandeur de nos pantalons, notre poids, c'est tous des aspects quantitatifs. Puis je me suis déjà fait dire là, par une prof avec qui je travaillais, tu sais, je voulais travailler pour elle. Puis j'avais dit, là, ma moyenne académique, tu sais, je sais que c'est peut-être pas la meilleure, là, mais tu sais, j'ai beaucoup d'expérience, tu sais, à côté de ça. Puis j'essayais donc bien, tu sais, de me valoriser. Puis elle me disait, Anne-Sophie, si je me fie jamais... Moi, mon métier, c'est de dire à des filles de jamais se fier sur des critères quantitatifs. Pourquoi je le ferais avec toi? Tu sais, je passe ma vie à dire à des filles de ne pas se fier aux chiffres sur la balance puisqu'elles travaillent en trouble alimentaire. Pourquoi est-ce que ce serait la première chose que je regarde de toi? Tu sais, c'est quoi ta moyenne? C'est un chiffre. C'est tellement pas représentatif de ta personne. Tellement pas. Puis c'est là, tu sais, j'aime souvent le ramener parce que c'est vrai, tu sais. Ah oui. Fait que, en tout cas, ça, c'est un autre petit truc là, que je donnerais. Puis que ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien. Tu sais, quand il avait dit ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement vrai, tu sais. Ah oui, je suis certaine que ça va faire écho chez plusieurs personnes qui nous Ouais. écoutent. Là. Ben oui. J'en doute pas. Tu nous as donné vraiment des bons trucs personnels, individuels qu'on peut mettre en place pour développer une image corporelle qui est positive. Maintenant, comment la famille et les amis peuvent contribuer à cette image corporelle positive-là? Oui. La famille, là, souvent, ben les amis aussi, on peut les rentrer. Là. Moi, je l'ai beaucoup vu au niveau de ma famille. J'appelle ça des maladresses d'amour. C'est souvent des commentaires qui ont été faits de façon inconsciente, qui ont été faits, tu sais, par amour, je pourrais même le dire. Tu sais, c'est de dire, ben, tu sais, moi, ma mère, là, si je vous donne un exemple bien concret, quand j'étais jeune, elle me disait, Anne-Sophie, si tu veux un dessert, il faut que tu manges un fruit. Parce qu'elle, elle voulait diversifier mon alimentation. C'est quelque chose de super banal. Au final, tu sais, ça aurait pu m'affecter parce que c'est de dire, faut que je finisse mon assiette. Fait que même si j'ai plus faim, il faut que je mange mon fruit. Oui. Puis même si j'ai plus faim, mais là, mon dessert est tellement inatteignable que je le veux quand même. Je vais quand même le manger, même si j'ai plus faim du tout. Fait au final, tu sais, j'ai pas eu de trouble alimentaire, mais je me dis, c'est des commentaires comme ça qui sont insouciants, qui partent d'une bonne intention, mais qui font qu'on va moins écouter notre corps, qu'on va moins écouter nos signaux de faim puis de satiété. Fait que c'est sûr que les parents d'avoir une certaine conscience du poids que ça peut prendre leurs commentaires, puis tu sais, de tranquillement les s'outiller, tu sais, trouver des petites ressources qui sont pertinentes au niveau de comment qu'on aborde l'alimentation avec nos enfants, parce que c'est pas un sujet qui est facile. Non. Comment qu'on aborde l'activité physique aussi, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, pour les parents, de promouvoir une activité physique qui est basée sur le plaisir, sur qu'est-ce que t'aimes, est-ce que ça te tente aujourd'hui? Si ça te tente pas, genre, tu files pas, t'es fatigué, t'as une grosse semaine, OK, garde, on n'y va pas. Tu sais, c'est de moins d'être axé sur la performance, moins sur les victoires, beaucoup plus sur le plaisir, sur qu'est-ce que l'enfant veut faire. Faut écouter notre corps. Donc, c'est un peu d'être axé là-dessus. Bien sûr, d'éviter les commentaires négatifs sur l'apparence physique. Ou je serais rendue à dire même tout commentaire. Tu sais, oui, on va dire à nos enfants qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles. C'est normal. Mais il faut diversifier. Fait que de pas juste faire des commentaires sur l'apparence physique. Oui, on peut le dire qu'on le trouve beau, il est bien habillé, mais on peut aussi dire qu'on le trouve donc bien intelligent, puis on le trouve donc bien bon quand il parle à ses amis, puis tu sais, il a donc bien des belles capacités de relations sociales. Tu sais, c'est vraiment de diversifier les types de commentaires, en fait, là, je dirais. Puis de peut-être aussi commencer à parler jeune de la diversité corporelle. Tu sais, de dire, il y en a plein de corps, tu vas en voir plein. Puis ces corps-là, mais c'est difficile à croire parce que tout ce que la culture des diètes va dire, bien, ils sont tous beaux à leur manière, puis ils ont tous des attraits qui sont vraiment bien, tu sais. Fait que je pense que c'est de tranquillement semer une petite graine, encore une fois, au niveau de la diversité corporelle, parce que c'est un sujet qui n'est pas vraiment abordé dans les écoles. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, de garder, c'est ça, un certain contrôle au niveau des réseaux sociaux. Encore une fois, je l'ai mentionné tantôt, là, mais au niveau de l'image corporelle, je dirais que c'est vraiment ça. Puis de se rappeler que les enfants, c'est des éponges. Que les adultes, les comportements qu'ils vont faire, les discours qu'ils vont avoir envers eux-mêmes sont
des modèles tellement importants pour leurs enfants. Si vous êtes une maman, un papa qui enchaîne les régimes, qui veut vraiment pas prendre de poids, ben qu'est-ce que ça dit? C'est que si t'en prends, toi, l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Maman, papa, vont-tu m'aimer encore? Ah ouais, Ils vont-tu... C'est quand même effrayant parce que tu dis, ben mes parents, s'ils ont jamais voulu prendre de poids, ben prendre du poids, c'est vraiment mauvais. Ça induit un petit peu ça comme discours. Fait que c'est de modéliser un comportement qui est positif envers son propre corps. Puis c'est assez essentiel là, pour inspirer leurs enfants à adopter des habitudes qui sont saines envers leur image puis à avoir une image corporelle qui est positive. Oui, puis je pense qu'il y a certains conseils que tu as nommés aussi qui peuvent être adaptés à une relation de couple là, envers son conjoint, sa conjointe, dans nos relations avec nos amis aussi. Tout ce que tu disais, les commentaires axés sur l'image corporelle, là, c'est pas rare qu'on se fait complimenter seulement sur notre image corporelle. Puis c'est pas pour mal faire. Non. Mais on dirait que ça me fait réfléchir à l'influence que ça peut avoir quand tout d'un coup, il n'y en a plus de compliments. Oui. Ça ne veut pas dire d'avoir des compliments négatifs, des commentaires négatifs, mais de l'absence de compliments peut faire en sorte aussi qu'on se questionne, on se demande, on a-tu encore de la valeur? Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu apportes. C'est ça. Souvent, le fameux « Oh mon Dieu, on dirait que tu as perdu du poids, ça te va donc bien bien. » c'est quoi avant? J'étais-tu laide? C'est un peu ça. C'est la maladresse d'amour. C'est dire, mon ami, elle a perdu du poids, mon Dieu, c'est bien. Encore une fois, je me permets de garder une certaine... ma posture en tant qu'intervenante, je suis encore en train de la définir. Si tu sais que ton amie, son objectif, c'est une perte de poids, que tu sais qu'elle a des comportements sains derrière, parce que c'est compliqué aussi. Mais tu sais qu'elle a des meilleures habitudes de vie pour elle-même. C'est sûr que de féliciter son changement au niveau de ses meilleures habitudes, moi, je considère pas ça comme étant malveillant. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'est-ce qu'on serait plutôt en train de féliciter un trouble alimentaire? Là, c'est ça la nuance, c'est ça. Mais c'est correct de féliciter quelqu'un pour des changements qu'elle va entreprendre au niveau de ses habitudes. Si c'était une personne plus sédentaire, là, elle commence à bouger, à prendre des marches. On peut la féliciter de faire ça. Fait que, parce que c'est bon pour sa santé. C'est ça. C'est un peu une nuance à faire. Il faut encore voir c'est quoi l'idée derrière. Qu'est-ce qu'on veut féliciter? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de malsain qu'on félicite? Fait que, encore une fois, un peu touché. Fait que c'est pour ça qu'on va essayer de pas du tout parler du corps ou des habitudes, mais plutôt de ce qui nous fait vibrer chez nos amis puis ce qu'on aime d'eux. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Super pertinent. Si on revient un petit peu aux adolescents, aux enfants, parce qu'il y a certainement plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont parents ou qui vont l'être dans les prochaines années ou qui côtoient des enfants et des adolescents. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Quelles sont en fait les conversations qui sont importantes à avoir avec les enfants et les adolescents? Qu'est-ce qui est incontournable là, à discuter? Bien, c'est sûr qu'encore une fois, les réseaux sociaux vont faire partie prenante du développement des enfants, des ados. Ils sont déjà exposés très tôt à des images. Fait que, de ne pas avoir peur de s'asseoir avec notre enfant, de lui montrer des publicités ou de montrer des images, puis de dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu trouves de cette personne-là? Puis, d'essayer de, comment je pourrais dire, de les exposer à autre chose, à des corps qui sont différents. Dans une famille, souvent, il y a des personnes qui ont des corps complètement différents. De l'aborder, de dire, oui, mamie, elle a un corps un peu différent, mais est-ce que tu la trouves belle? Oui, non. On va voir avec la réponse. D'aborder, premièrement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, de faire un parallèle. Est-ce que c'est similaire à ce que toi, tu vois à l'école, autour de toi? D'aller dire, d'aller trouver des qualités qui sont pas reliées avec le corps, de renforcer ça aussi chez le jeune, de dire, quand tu fais des compliments, essaie de complimenter autre chose, puis ça va favoriser aussi les relations interpersonnelles du jeune, sans le vouloir. Fait que c'est un petit peu ça. Mais de ne pas avoir peur de l'aborder avec l'enfant. Souvent, les parents sont comme... un sujet tabou, là. Oui, on n'en parle pas trop. On parle pas trop du poids, oui, je suis d'accord. On parle pas trop de l'apparence physique. Mais d'une certaine façon, de l'aborder pour favoriser un certain regard critique, c'est aussi bien, de l'aborder pour pas aborder le corps de quelqu'un, mais de dire, on en parle de la diversité corporelle, c'est quoi? Il y a différents corps. Tous ces corps-là peuvent être en santé. Oui, on change le discours de l'industrie des diètes parce qu'ils vont en être soumis éventuellement. Ils vont y être exposés. Fait que c'est de l'amener à de notre propre façon, puis d'essayer de renforcer leur confiance en eux, leur résilience émotionnelle, leur bien-être. Fait que c'est un petit peu ça, les conversations à avoir. Je dirais réseaux sociaux, image corporelle, puis d'aller trouver autre chose plus loin que le physique.
Je vais le répéter souvent, mais je pense que c'est vraiment l'importance. C'est vraiment important, puis c'est l'emphase que j'aimerais amener chez les enfants jeunes ados. Oui, c'est super pertinent. Ouais. Maintenant, dans peut-être une nuance, quelque chose d'un peu plus sombre, là, quand on voit qu'on vit, par exemple, des moments difficiles ou qu'on a des problèmes liés à notre image corporelle, c'est quand qui est recommandé d'aller consulter un professionnel, vers qui on se tourne, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Je pense que c'est important à ce moment-ci d'introduire la nuance de préoccupation puis d'obsession. Une préoccupation au niveau de notre image corporelle, on en a tous et toutes, c'est normal. Par exemple, pour ce matin, je me suis levée, je me suis préparée, je me suis mis un petit peu de maquillage parce que moi, ça me fait sentir un peu mieux. Je me suis mis mon linge, je suis sortie de ma maison, pris mes clés, prends mon char, je m'en viens ici. Ça, c'est une certaine préoccupation à vouloir m'arranger pour que je sois bien dans mon corps, bien dans ma peau, puis de me dire, je vais me sentir bien, je vais rencontrer des nouvelles personnes. L'obsession serait, je me lève de mon lit, je me prépare, je me mets du maquillage, je m'arrange les cheveux, je me change, je m'habille. Oh, j'aime pas ça. OK, je me rechange une deuxième fois. Ah, là, je cours dans la maison. Le gilet que je veux, là, il est dans le lavage. OK, je vais changer mon gilet. Je retourne dans ma chambre. Ah non, finalement, je l'aime pas. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je me rechange. Je prends mon char, je prends mes clés, je prends mon char. Oh, mon Dieu, je suis pas sûre. Je me regarde dans le miroir tout le long de ma route. Ça, c'est plutôt une obsession. On va être obsédé un petit peu par notre apparence. On va accorder beaucoup d'importance au jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que ça va... De quoi je vais avoir l'air? Quand ça devient à affecter un petit peu notre fonctionnement, on arrive en retard parce qu'on s'est trop changé. Quand ça affecte notre fonctionnement, ça affecte notre bien-être. J'ai pas dû me sentir bien ce matin. Si j'ai fait tous ces trucs-là, j'ai dû me trouver pas très à mon goût. Quand je me regarde dans le miroir, je me change 3-4 fois. Fait, quand ça vient affecter notre bien-être, notre humeur, notre image, à ce moment-là, je dirais que c'est quand même assez bien d'aller faire les démarches pour consulter un professionnel de la santé, santé mentale, psychologique, là. Sinon, je dirais qu'il y a un organisme, là, ici, si on parle à Québec, Chaudière-Appalaches, puis Capitale-Nationale, il y a l'organisme La Maison d'Éclaircie, qui est plus au niveau des troubles alimentaires, image corporelle, pas besoin de diagnostic. Puis sur le site Internet, il y a un petit questionnaire auto-évaluatif, là. Fait qu'on peut le remplir, c'est pas très long. Puis ça dit, est-ce que oui, ce serait quand même bien d'aller consulter pour une certaine préoccupation, une certaine obsession, ou non, c'est des préoccupations qui sont plutôt normales, c'est correct. Fait que ce petit questionnaire-là est quand même pertinent aussi, là, ça peut donner une bonne idée de où se constitue environ. Oui, c'est ça. Puis y a-tu je dirais des critères qui diraient, si je présente ces critères-là, je vais consulter ou c'est pas encore tout à fait le temps. Est-ce que ça existe, ça? Mais c'est sûr qu'il y a certains facteurs qu'on peut regarder. Fait qu'au niveau de l'alimentation, est-ce que mon image corporelle, je m'aime tellement pas que je m'engage dans des comportements qui sont malsains ou problématiques, fait que je me restreins. J'ai beaucoup de comportements de surveillance, comme on l'avait dit dans l'autre épisode. Fait que je regarde mes cuisses, mes bourrelets, mon bras, je le mesure, je me pèse. Est-ce que j'utilise des laxatifs, des méthodes compensatoires? Est-ce que je m'entraîne beaucoup? Est-ce que j'ai des vomissements? Donc là, ça, je vous dirais que c'est quand même assez alarmant. On se dit, là, c'est quand même rendu très important. Au niveau plus, dépression, anxiété, est-ce que mes insatisfactions par rapport à mon image, c'est accompagné de symptômes de dépression, donc de la tristesse, une perte d'intérêt, une fatigue, d'anxiété, donc des inquiétudes qui sont excessives, de l'angoisse. Là, encore une fois, ce serait peut-être important de consulter un psychologue, un intervenant psychosocial, peu importe. L'isolement, donc on va voir qu'il y a des personnes qui vont avoir une image corporelle qui est négative ou des préoccupations, des obsessions par rapport à leur image, vont s'isoler. Donc tout ce qui est les événements sociaux, donc j'ai un party, j'y vais pas parce qu'il va y avoir de la nourriture, il va y avoir de l'alcool, ça me tente pas, je reste chez nous, puis ça se répète dans le temps, puis le vendredi soir, au lieu d'être dans le party, on est au gym, on s'entraîne. Là, tranquillement, ça affecte le fonctionnement. Fait que oui, je dirais que ce serait un bon indicateur. Finalement, de la détresse en soi, détresse psychologique. Donc, on se sent pas bien. On est toujours dans une espèce de... Dans une humeur qui est dépressive, dans une humeur qui est mauvaise. On est irritable avec notre entourage. Tranquillement, là, une fois que le fonctionnement est altéré, je disais, là, go, on y va, c'est le temps. OK. Puis, est-ce que la perte de poids, c'est un indicateur qui serait aussi nécessairement problématique? C'est-tu quelque chose qui doit sonner une cloche? Au niveau du poids,
par exemple, à la maison d'éclaircie, quand on reçoit quelqu'un, on ne le prend pas en compte. Donc, le poids n'est pas un facteur que nous, on prend en compte, surtout parce que j'ai dit dans l'autre épisode, on ne fait pas nécessairement de lien entre le poids et la santé. Fait que nous, tu sais, c'est pas un indicateur de dire est-ce que la fille ou le gars pèse en dessous de temps. Ouais. Ah, ben là, on le prend, tu sais, mon Dieu, ça. Non. Par contre, c'est certain qu'il y a des signes au niveau de la santé physique. On va sonder est-ce que tu as eu des palpitations cardiaques, des évanouissements, des tremblements, de la fatigue, de l'insomnie. On va beaucoup aller sonder. Puis, on a un critère au niveau de l'IMC, mais qui va être pris seulement dans des situations, je dirais, plus extrêmes. Donc, on se dit, en bas de tel IMC, là, nous, on n'est pas la meilleure ressource parce qu'on n'est pas encadré par un cadre médical. Puis, c'est certain que là, après ça, on va aller valider avec les symptômes physiques. Fait que c'est sûr que au niveau du poids, à moins que ce soit un cas où l'IMC est extrêmement bas, je voudrais pas mélanger dans mes mots, mais à partir de ça, nous, on va référer dans un cadre qui est un peu plus accompagné du côté médical. Mais sinon, c'est sûr que la personne va se connaître. Si elle a des symptômes au niveau physique qui n'étaient pas là avant, qui sont inhabituels, peu importe si son poids est plus élevé, c'est quand même un moment de consulter. Fait que le poids n'est pas un indicateur de consultation. Par contre, nous, il est un indicateur au niveau médical. OK, c'est très clair. C'est un petit peu ça, je vous dirais. Puis, encore une fois, l'anorexie, on la connaît comme elle est. On a souvent cette image-là d'une personne qui va être très, très maigre. Il y a aussi l'anorexie atypique. Ça, c'est des personnes qui vont commencer leur perte de poids alors qu'elles vont être à un poids plus élevé. Quand tu regardes leur pattern de perte de poids, elles correspondent exactement à celle d'une personne qui est anorexique, sauf qu'elles ont commencé leur perte de poids alors qu'elle avait un poids plus élevé. Fait qu'à l'œil nu, tu te dis, ben non, cette personne n'est pas anorexique. Non, c'est ça. Mais oui, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi, tu sais. Faut pas sauter aux conclusions trop rapidement. Exactement. En terminant, j'ai envie de te demander d'abord comment les professionnels de la santé mentale, là, on sort du volet médical, là, peuvent aider les personnes à surmonter des problèmes d'image corporelle. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? C'est sûr qu'on a parlé beaucoup de sources de valorisation. Je pense à l'organisme que j'ai travaillé, qui est la Maison d'éclaircie au niveau des troubles alimentaires, image corporelle. Donc, encore une fois, pas besoin de diagnostic. Fait qu'on a vraiment vu des portraits différents d'individus qui venaient consulter. Puis, on va vraiment avoir un volet qui est motivationnel. Fait qu'on va aller voir, on va amener la personne, c'est en groupe, là, toujours, là, les services de groupe en premier à la Maison d'éclaircie. Puis, c'est là que ça nous amène à avoir tellement une variété de comportements, de modes de pensée, de trucs aussi qui vont se donner entre eux, tu sais, qui sont vraiment... C'est très enrichissant, là. Mais on va commencer par leur motivation à la démarche, parce que c'est une démarche de 15 semaines. Donc, je crois que, tu sais, ça peut être élargi à plusieurs ressources, mais tu sais, d'aller voir la personne, elle se situe où au niveau de sa situation? Est-ce que son trouble alimentaire ou sa préoccupation au niveau de son image corporelle est encore son meilleur ami? Parce qu'il faut faire attention... Quand on va commencer à avoir des obsessions par rapport à notre image, on va s'engager dans des comportements peut-être restrictifs, on va commencer à perdre du poids, on va se faire valoriser par notre famille, nos amis, on va avoir des commentaires qui sont positifs. Notre trouble alimentaire ou notre obsession corporelle, c'est notre meilleur ami, on est content, là, ça va bien, mon Dieu, je me sens bien, je me suis jamais fait complimenter autant. Fait qu'est-ce que les personnes qui viennent consulter sont encore dans cette structure-là? Ou est-ce que là, elles ont commencé à avoir des symptômes négatifs, donc les symptômes physiques, l'énergie, la baisse d'énergie, sont plus capables de rien faire, une perte d'intérêt, sont rendus que, tu sais, ils se sentent plus en forme, sont plus capables de faire leurs tâches quotidiennes. Là, une fois qu'ils ont vu ce côté-là, un petit peu l'envers de la médaille, ils sont plus prêts à se mettre en action. Fait que c'est sûr que c'est quand même important, premièrement, de voir ça. Puis après ça, on va aller les faire parler directement de leur situation. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment que ça s'est passé? C'est quoi la source du problème aussi? Tu sais, on va aller voir de où ça part. Puis souvent, dans le groupe, on va voir l'intimidation. C'est quand même assez commun. Tu sais, les commentaires de la famille, les comparaisons entre les frères et sœurs. C'est quelque chose, encore une fois, qui est commun. Fait qu'on va aller évaluer tout ça. On va aller faire de l'éducation sur l'image corporelle. On va défaire des mythes qu'il y avait. On va, aussi sur la nutrition dans ce cas-ci, là. Fait qu'on va vraiment défaire les bases de leur maison, là. On va tout déconstruire puis on va rebâtir. Fait que c'est un petit peu ça. Ça fait peur. On les voit que c'est vraiment très émouvant pour eux. C'est difficile. Mais éventuellement,
on repart sur le bon pied. C'est un petit peu ça. Fait qu'on va aborder aussi les normes de beauté qui sont réalistes, la gestion des émotions qui est très très liée aussi, l'acceptation de soi. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait augmenter ton estime de toi. T'sais, est-ce que il y a d'autres sources, d'autres choses qui te valorisent? T'sais, c'est quoi tu fais? T'es qui, toi, à l'extérieur de juste ton corps? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours? Travailles-tu? T'es-tu à l'école? On va parler de ça. On va développer aussi des compétences, tout ce qui est résolution de problèmes. On va essayer, au niveau de leurs aptitudes relationnelles, parfois on voit qu'il y a des enjeux. Fait que, si tu as toujours tendance à répondre de telle façon, à t'isoler, ben qu'est-ce que tu peux faire différemment? Fait que c'est un peu du cas par cas. On va aller voir qu'est-ce qui a causé le trouble alimentaire ou l'enjeu au niveau de l'image. Souvent, c'est une perte de contrôle, puis on va essayer de prendre du contrôle sur ce qu'on est capable, fait que sur notre alimentation. Fait que souvent, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui est sous-jacent à tout ça. Mais en soi, renforcer leur estime, leur bien-être global, d'offrir du soutien à ces personnes, une place où parler. C'est pas quelque chose qui se parle beaucoup avec des amis, c'est tabou encore. Fait que je dirais que c'est pas mal là-dessus qu'on vise nos interventions. OK, super, très intéressant. Je terminerai avec une question plus par rapport aux ressources. Donc, on a vraiment aujourd'hui dit plein de pistes d'action, mais où les auditeurs peuvent trouver des ressources supplémentaires, du soutien? Tu as parlé de la Maison L'Éclaircie. Si tu veux nous en dire un petit peu plus sur le but, comment les gens peuvent accéder à leurs services, puis aux autres ressources que tu peux connaître aussi. Donc, la Maison L'Éclaircie, vous pouvez directement avoir accès en ligne. Donc, Maison L'Éclaircie, c'est celle à Québec. Donc, il y en a comme une autre à Montréal. Puis, c'est pas pour les mêmes interventions, les mêmes sujets. Fait que directement sur les réseaux sociaux, vous pouvez clavarder. Donc, il y a un clavardage où on peut faire une demande d'aide ou par téléphone. Donc, ça peut se faire un des deux. La demande d'aide est environ 10 minutes. Donc, un petit questionnaire qu'on peut faire ensemble justement pour voir est-ce que ça ressemble à qu'est-ce qu'on voit habituellement dans nos services? Oui, non. Sinon, on réfère à d'autres ressources en fonction de la problématique. Si oui, on passe à la première rencontre. Donc, on fixe un rendez-vous pour la rencontre initiale. Donc, où est-ce qu'on va vraiment aller passer un plus long questionnaire. On va vraiment faire le portrait global de la personne, aller voir où les enjeux. Fait que la Maison L'Éclaircie, c'est plutôt ça. Donc, 14 ans et plus, pas besoin du consentement des parents. C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de frais associés à ça. Il y a la démarche de groupe qui est l'entrée dans nos services. Ça peut être confrontant, mais au final, on voit vraiment des beaux résultats. Puis par la suite, il y a services individuels en nutrition et psychosocial. Fait que c'est quand même C'est complet. C'est très complet. Je dirais que si vous n'êtes pas à Québec, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, il y a ANEB, qui est un peu notre parallèle à Montréal, mais qui dessert tout le Québec en ligne. Donc, Anorexie Boulimie Québec. Puis sinon, ben moi, c'est sûr que je vais me plugger ici. J'ai démarré une campagne de sensibilisation puis de prévention dans les établissements scolaires l'année dernière, donc avec la Maison L'Éclaircie, qui s'appelle Change ton algorithme. Donc moi, je vise beaucoup plus les réseaux sociaux. Puis ce que j'essaie de faire avec mes réseaux sociaux, c'est de partager du contenu qui est diversifié, qui est différent de ce qu'on voit d'habitude sur les réseaux, donc tous ces corps qui correspondent aux standards de beauté. Ben moi, j'élargis plus ça. Je montre, j'essaie d'imiter en fait une sortie à l'épicerie. Là. Fait que de dire, ben quand je vais à l'épicerie, je vois des corps qui sont complètement différents. Ben pourquoi sur les réseaux sociaux on ferait pas ça? Fait que je vais aussi faire des mentions à des pages qui promouvoient les mêmes valeurs que moi, pour qu'éventuellement les jeunes puissent s'abonner à toutes ces pages-là et changer leur algorithme. Donc c'est un peu le nom du projet, c'est l'objectif principal. Je vais aussi donner des conférences dans les écoles. Puis on a également un site Internet où on a une section « Comment accompagner » pour les parents, les intervenants, les professionnels, les proches. Vous pouvez aller télécharger 2 documents de 4 pages chaque avec tous des trucs sur comment intervenir, comment parler d'alimentation, comment parler de l'image corporelle, comment parler de l'exercice physique. Donc, c'est assez complet à ce niveau-là. Puis encore une fois, ben, je suis disponible sur mes réseaux sociaux pour vous répondre. On a des pages sur TikTok, Instagram, Facebook, mais également par la Maison L'Éclaircie, si vous avez des demandes, on est ouvert à tout. Là. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que les ressources, au final, oui, il y a celles pour les troubles alimentaires, pour l'image corporelle, si on a une simple préoccupation, mais qu'on trouve que tranquillement, ça s'en va dans l'obsession, ben, d'essayer de varier notre contenu qu'on consomme sur les réseaux, c'est quand même une très bonne piste. Ah, tout à fait, c'est sûr. T'as vraiment raison. Ben, je vous invite, chers auditeurs, à vous abonner aux différentes pages d'Anne-Sophie, en plus des nôtres, pour être à l'affût, bien sûr, dans nos prochains épisodes. Je te remercie, Anne-Sophie, pour cette discussion, encore une fois, qui a été vraiment, vraiment très intéressante. Aujourd'hui, on a vraiment découvert des pistes d'action concrètes pour favoriser le bien-être des personnes qui peuvent avoir une image corporelle qui est négative, mais aussi pour réfléchir
réfléchir à comment on consomme nos réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'est des trucs et astuces que tu nous as apportés qui sont vraiment précieux, là. Alors, encore une fois, je te remercie et à très bientôt à tous. À bientôt. Cet épisode du balado Nuance est propulsé par la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.